Voilà, Monsieur Chooz, nous sommes à Miramas aujourd'hui. Et où sommes-nous? Eh bien alors, vous êtes dans l'enceinte de l'APAF. L'APAF, c'est une association qui veut dire l'association de préservation provençale, bien sûr, provençale, de préservation et d'animation ferroviaire. Voilà. Le but, c'est la conservation du gros matériel et du petit matériel, la remise en état pour pouvoir la présenter, disons, au public. Voilà. Et vous, Monsieur Chooz, qui êtes-vous? Voilà, donc moi, je suis un ancien cheminot. Voilà, je suis rentré au chemin de fer en 1962, au mois de mars. Donc je suis rentré avec la vapeur et j'ai terminé en 1995 avec le TGV. Voilà, j'ai été employé, disons, les examens pour travailler dans les bureaux marchandises, c'est-à-dire après les bureaux fret. Et j'ai terminé comme dirigeant du service après-vente. Ce que je fais, c'est-à-dire je fais de l'interassociatif, c'est-à-dire que je fais le patrimoine ferroviaire de la gare de Salon par l'intermédiaire de l'UAICF, qui est l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Et je travaille ici à Miramas aussi pour le musée et pour l'association APAF. Quelques petits mots sur ce musée à Miramas, ferroviaire. Alors ce musée ferroviaire, il est né dans les années 83-84, où plusieurs de mes collègues, avec les chefs de dépôts successifs qui ont passé et d'anciens mécaniciens, ont décidé de conserver du matériel ancien qui était réformé, dans le but de créer plus tard un musée ferroviaire. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière nous? Alors derrière nous, nous avons une très belle locomotive à vapeur. C'est une locomotive de type 141, voilà, qui vient des États-Unis et du Canada. Alors, pourquoi des États-Unis ou du Canada? Eh bien, il faut revoir le contexte historique tel qu'il était en 1942, où sous le gouvernement provisoire de la République, des ingénieurs SNCF et sous l'impulsion du général de Gaulle, qui prévoyaient la reprise économique du pays après la guerre. Et ce qu'il fallait, c'est surtout des engins moteurs qui soient capables de redonner toute la dynamique de transport à notre pays. Donc pour cela, prévoyant les destructions de la guerre, il nous fallait des nouvelles locomotives. Et ces nouvelles locomotives, eh bien, elles ont été négociées avec le gouvernement américain pour la construction de 1340 locomotives de ce type. Qui est une locomotive? Ouais. Alors, c'est une locomotive à vapeur, mais sur les 1340 de commandés, on n'en a reçu d'ailleurs que 1323, puisque 17 ont coulé dans une tempête sur le bateau norvégien Valpamela. Et donc on a reçu 1323 locomotives. Là-dessus, il faut regarder qu'une partie était des locomotives à charbon et d'autres qui étaient au fuel. Voilà. Aussi bien à charbon qu'au fuel, ce sont des locomotives à vapeur, c'est ça que vous voulez dire, Monsieur Chooz? C'est des locomotives à vapeur, en sachant très bien qu'on pouvait transformer quand même la locomotive à charbon en passant à un atelier pendant une semaine et on pouvait la faire ressortir au fuel ou vice-versa. Et ça s'est avéré juste en 1956 de la première crise. Cette locomotive à charbon, on va prendre cet exemple. Pardon, à fioul. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. À charbon, le processus nouveau qu'il y avait dans cette locomotive, c'est qu'on ne chargeait plus le charbon à la pelle. Le charbon arrivait directement du tender par une vis sans fin qui s'appelait stocker et qui allait directement dans le foyer alimenter le foyer, disons l'alimenter comme on voulait, grande pression, basse pression, voilà. En fuel, c'était la même chose, sauf que le dispositif de fuel marchait comme un chauffage central ordinaire. Voilà, en ce qui concerne l'alimentation.
Elle a servi jusqu'en quelle année cette locomotive? Alors cette locomotive est une locomotive canadienne. Comme le chiffre l'indique, le 6, c'était la région Méditerranée, sud-est, et qui après est passée région Méditerranée. Elle est arrivée au mois de juillet 1947 à Sotteville-les-Rouen. Voilà. Donc après, elle a continué sa course, disons, pour finalement terminer ici, dans l'année 73, au dépôt de Narbonne, où après elle a été réformée. Voilà, du dépôt de Narbonne, elle est venue à l'Odève, de l'Odève, elle est allée à Sète. À Sète, elle a été donnée à l'UAICF de Sète qui n'a pas pu la conserver. Et elle s'est retrouvée ici à la demande des gens qui avaient créé le musée. 1852-1870. Depuis le 19e siècle, on parle de vitesse. On voudrait, avec le chemin de fer, aller plus vite. Il y a un développement socio-économique particulier. Est-ce que c'est pour ça qu'on a créé des voies ferrées et des trains, entre autres? Quelle est votre interprétation? Les voies ferrées, elles ont été développées au fur et à mesure des besoins, des nécessités d'abord des petits départements, des départements français, mais aussi ensuite avec l'évolution dans les régions. Donc il y a eu une explosion formidable, si on veut, de création de voies ferrées par des entreprises privées, qui au fur et à mesure que les transports devenaient de plus en plus nécessaires, eh bien on avançait les voies ferrées, on créait des gares, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, et de fil en aiguille, on essayait de relayer tel canton, telle grande ville, voilà, petit à petit, tout s'est construit autour de ce besoin de transport, puisque c'était un des rares transports, après ceux des chevaux, des diligences, mais on sait très bien que les diligences ou les chevaux, bon, à un moment donné, ce n'étaient pas des transports qui étaient très éloignés, quoi. Il y avait peut-être un peu la concurrence des entreprises ferroviaires dans toute l'Europe. Il y avait peut-être un peu cette compétition dans l'Europe, entre autres, dans le monde, je ne sais pas, mais effectivement, pour avoir peut-être le meilleur réseau ferré, le meilleur train qui va le plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le voyez un peu, cette compétition entre guillemets? Je pense que la vitesse, si elle a joué, elle a quand même joué au début du XXe siècle, surtout. Le reste après, c'était... Oui, il y avait une émulation entre certains pays européens, notamment la naissance du rail, bon, c'est comme tout le monde le sait, c'est l'Angleterre. Ensuite, après, ici, bon, il y a eu des recherches avec Marc Seguin, il y a eu Denis Papin, bon, tout cela ont essayé de faire quelque chose qui puisse à la fois d'abord rouler et ensuite, après, le transport des marchandises, des voyageurs aussi, bien sûr. C'était un petit peu l'obsession des gens de pouvoir transporter des voyageurs, d'abord dans des conditions très précaires, puis ensuite essayer d'améliorer un petit peu, à la fin du 19e siècle, les voitures voyageurs aussi pour le confort des gens qui commençaient à se déplacer et à accepter un petit peu ce mode de transport qui au début était un peu mystérieux pour eux, quoi. Voilà, donc la locomotive que vous voyez derrière moi, c'est une locomotive type 141R qui fait quand même 106 tonnes et lorsqu'elle est rentrée en service, puisque la première est arrivée en 1945, le 17 novembre exactement, au quai Wilson à Marseille. C'est la première locomotive de ce type qui est arrivée avec le contrat, disons, de SNCF, États-Unis et Canada, puisque celle-là, elle a été sous-traitée au Canada et arrivée directement, comme vous le voyez sur la pancarte, de la Montreal Works Company. Voilà, donc cette locomotive, lorsqu'elle est rentrée en service, elle a petit à petit remplacé toutes les autres locomotives qui étaient en service, mais qui étaient aussi à bout de souffle parce qu'elles avaient passé aussi la guerre.
Et petit à petit, aussi bien les trains voyageurs que marchandises étaient remorqués par les 141 heures. Voilà. Cette locomotive a terminé 150 ans de vapeur en France, ce qui fait que ça a été un bon serviteur du rail. Il y a eu une demande. Comment se fait l'évolution de la demande? Le peuple français est passé d'un état un peu de campagne à un état un peu industriel. Oui. Donc il y a eu une demande du public de se déplacer plus vite, ou c'est au début une demande des industriels pour déplacer par exemple des produits comme peut-être du fer ou du charbon? Oui, c'est surtout l'industrialisation de la fin du 19e et bien sûr le début du 20e siècle. Mais c'est surtout dans le courant du 19e siècle où l'essor industriel, l'essor commercial commençait à se développer et bien entendu on fabriquait des marchandises, on cherchait à les vendre, à les écouler, à faire des échanges aussi avec les autres pays et pour cela il fallait un nouveau moyen de transport. Ce nouveau moyen de transport c'était le train. Voilà. Il y avait aussi des échanges de marchandises, mais des échanges, bon, les gens qui commençaient petit à petit à prendre le train pour se déplacer et tout. Et donc, les demandes, elles étaient faites beaucoup par les municipalités, par les conseils régionaux qui étaient là à l'écoute de tous ces grands industriels pour essayer de les satisfaire dans les meilleures conditions possibles de service public, mais aussi d'essayer quand même en même temps de trouver les fonds et les moyens financiers nécessaires pour la construction des voies ferrées. Voilà. Mais la demande a été très forte. Une locomotive à vapeur, eh bien, ça fonctionne avec un système cylindrique, comme vous voyez ici, une grande chaudière, où dedans il y a des tubulures, et dans ces tubulures, il passe de l'eau. Cette eau se réchauffe par le foyer, produit de la vapeur. Cette vapeur passe par les tambours que vous voyez là, et ces pistons, lorsqu'ils reculent, font fonctionner les bielles qui, à leur tour, font tourner les roues. Voilà. Donc, au plus il y a de pression, plus ça peut tourner vite, mais il faut quand même respecter les signaux, il faut respecter les courbes, il faut respecter les montées ou les descentes, et en fonction de tous ces paramètres, eh bien, le mécanicien, lui, règle la vitesse de sa locomotive. Mais monsieur Chouz, c'est pas un peu le même système pour les, je sais pas, les bateaux qu'il y avait à l'époque, les bateaux en Amérique ou les bateaux sur la mer, ça marchait pas un peu comme ça à vapeur? Oui, on appelait ça les steamerships. C'était des bateaux à vapeur où le principe était un petit peu le même. Grosso modo. Voilà, oui, c'est ça. On chauffait une chaudière et ainsi de suite, comme on le voit dans le film Titanic, où on voit les gros brûleurs qui sont en train de chauffer toute cette eau et cette vapeur qui ensuite fait fonctionner l'axe de l'hélice et fait avancer le bateau. Par exemple, les bateaux à aube, entre autres sur le Mississippi, grosso modo. Aussi à aube, oui. Oui, ça fonctionne à peu près pareil, quoi. Et les premières automobiles, quand ils ont créé à vapeur, c'est quelle époque ça? C'est après le chemin de fer? C'est Cugnot qui avait fait sa première voiture, là, un petit peu à vapeur. Mais relativement, c'était un système quand même mécanique qui était très compliqué à faire fonctionner, ça allait pas très vite, c'était dangereux, on pouvait se brûler. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vite abandonné ça pour un autre mode d'énergie qui lui permettrait quand même d'avoir quelque chose de plus substantiel. Alors cette locomotive, je vous l'avais indiqué, elle peut autant remorquer les voyageurs que les marchandises. La vitesse qui était prévue, elle pouvait aller à 100 km/h et plus, mais la réglementation de l'époque était 90. Hein, voilà.
Donc on pouvait quand même lui accrocher pas mal de wagons et s'attirer toujours, tant et si bien que les mécaniciens, bon, on l'appelait un peu la bonne à tout faire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a rendu d'énormes services lorsque la guerre a été finie et lorsque le réseau a quand même été refait parce que les destructions de la dernière guerre ont été imposées. Il y avait quand même une très bonne distribution avant-guerre, puisque l'ensemble des compagnies qui régissaient le trafic ferroviaire français avaient prévu énormément de gares, de triage, des voies de service, des voies de garage. Bon, ils avaient prévu des ateliers, ils avaient prévu tout ça, et il y avait un service de coordination entre les différentes compagnies. Voilà, ce service de coordination, bon, a bien fonctionné dans l'ensemble, mais chaque compagnie, bien entendu, essayait par émulation un petit peu de dire bon, ben, moi je vais être la meilleure, ou tout ça, notamment le réseau du Nord, qui lui, il était plutôt axé sur la vitesse. Notre réseau était axé sur le confort. Et voilà, bon, c'était comme ça. Notre réseau, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par notre réseau, Monsieur Chouze? Alors, quand je dis notre réseau, par exemple, le réseau du Nord, toute la région Nord, Picardie, tout ça, c'était un réseau qui était beaucoup axé sur la vitesse. D'abord parce que très certainement, c'était beaucoup de plats. Hein, et ils avaient sorti ils avaient de très belles locomotives, comme la Chapelon Nord, qui était une locomotive magnifique, qui transportait quand même à des vitesses les plus importantes des autres réseaux. Ensuite, le réseau PLM, lui, bon, avait des Pacifiques. Donc, il y avait une émulation déjà sur la vitesse, mais d'autres axés aussi sur l'étude des voitures voyageurs pour avoir un confort maximum. Ça veut dire voilà. Un peu en Provence? Alors, ou la partie sud de la France? C'est surtout la partie sud, hein, puisque bon, on ne parlait pas ni de régionalisation comme on a maintenant, ni de réseau méditerranéen. C'était le PLM, c'était tout le grand réseau qui partait de Paris vers le sud-est. C'était le plus grand réseau d'ailleurs de tous les réseaux français. Là, Monsieur Chouze, donc on va voir un peu la hauteur de la locomotive à fioul, et je vais vous poser une question un peu sur la Première Guerre mondiale, sur le chemin de fer, grosso modo. 1825-1814, on dit que c'est l'arrivée du chemin de fer dans les campagnes, notamment en Normandie. À l'époque, on avait des wagonnets tirés par des chevaux, et ça servait peut-être à extraire le charbon des mines de charbon. Et cette première partie, comment vous la voyez, vous, Monsieur Chouze? C'est un peu épopée du chemin de fer à la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez en dire un peu synthétiquement? Alors, je vous disais que l'ensemble du développement du chemin de fer, déjà, à la veille de la Première Guerre mondiale, était beaucoup avancé. On avait appliqué le plan Freycinet. Le plan Freycinet prévoyait que chaque canton devait être pourvu d'une gare, et l'accent avait été très fort là-dessus, et on avait pu développer un réseau ferré qui était certes complexe, mais qui arrivait quand même à aboutir à l'ensemble du plan Freycinet tel qu'il avait été prévu. Ce qui fait que les campagnes ont été rapprochées des villes, et les échanges ont pu se faire beaucoup plus facilement, et notamment les transports des marchandises. Alors pour ce qui est le transport militaire, évidemment, toutes ces voies ferrées servaient beaucoup pour les éventuels mouvements de troupes, et ont beaucoup servi, notamment sur les sites de Verdun. À la Première Guerre mondiale, grosso modo, ou cette période, on avait la classe 2. Mais il y a quelques années, on pouvait demander, je voudrais une place voyageur en classe 2. Est-ce que ça découle de cette période? Ben, c'est-à-dire, bon, il y avait la première classe, bien entendu, ça c'était la classe de confort, la classe des voyageurs, disons fortunés. La seconde classe était déjà ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appellerait maintenant une classe moyenne. Mais il y avait aussi les troisièmes classes où là, alors c'était beaucoup plus spartiate.
Et il faut savoir que la troisième classe, elle a disparu uniquement en 1954. 1954, la troisième classe, elle a disparu, d'accord. Ça se resté... présentait comment, cette troisième classe? Alors, cette troisième classe était assez rustique. Les sièges étaient en bois. C'était très spartiate, sans trop de confort particulier. Il fallait vraiment être costaud pour passer, disons, une nuit là-dedans. Alors que, bon, déjà en deuxième, il y avait des sièges qui étaient un peu plus renforcés, mais on ne peut pas dire de luxe terrible, alors que quand même la première classe était relativement en confort. J'ai une information, Monsieur Chouz, dites-moi si c'est juste. 1831, la première locomotive à vapeur en France. Est-ce que ça colle à peu près en 1831? On dit par exemple Saint-Étienne-Lyon. Ça vous parle? Oui, alors la première voie ferrée, elle était de Saint-Étienne à Andrézieux. Andrézieux était une localité où il y avait une mine de charbon. Et pour extraire ce charbon, on avait dit c'est plus possible avec les chevaux, on ne s'en sort plus. Au plus on rentrait dans le temps, au plus il fallait du charbon, donc il fallait quelque chose qui puisse en transporter le maximum. Alors on avait d'abord pris des wagonnets, qu'on avait fait rouler sur des rails en bois, ensuite on les a mis en métal, et petit à petit on a créé quand même un petit chemin de fer pour aller dans une grande ville comme Saint-Étienne, où là alors on aurait eu accès quand même aux grandes gares, voilà. C'est pour ça qu'on a eu ce début. Disons que les deux peuvent bien fonctionner. Il n'y a pas une qui fonctionne plus que l'autre. C'est simplement le mode d'énergie qui n'est pas le même. Hein? Voilà. Sinon, la vitesse, tout ce que cette locomotive elle pouvait avoir comme compétence, elle les a autant bien donné avec la vapeur qu'avec le charbon. La vapeur, pardon. Oui, la vapeur, bien sûr. Mais le fuel ou le charbon. Hein, voilà. Est-ce qu'il s'est retrouvé sur le chemin de fer ferroviaire français des locomotives à charbon et des locomotives à fioul en même temps, ou ça a été une étape différente à passer? Non, ça n'a pas été une étape. Lorsque les 141 mers sont arrivés, vous en aviez à peu près 600 qui étaient au charbon, un petit peu plus au fuel ou un peu moins. Mais elles sont arrivées toutes les deux avec un mode d'énergie différent. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on faisait, c'est que, étant donné que les mines de charbon étaient dans le nord, on mettait d'abord les locomotives 141 R à charbon dans le nord, et dans le sud, où il y avait quand même les raffineries de Berre, de la Vera, tout ça, les 141 R au fuel étaient au sud. Voilà. En sachant qu'on pouvait les transformer, puis que, comme ça s'est passé pour quelques-unes lors de la crise de Suez, en 1954. Oui. C'est difficile de transformer une locomotive de charbon à fuel? C'est beaucoup difficile? Non, techniquement, ce n'était pas très difficile. Il fallait une semaine en atelier, d'un atelier comme ici, pour la transformer. Voilà, c'était pas infaisable. Ça demandait des grands moyens financiers? Peut-être techniques? C'est surtout les moyens techniques. Hein. Voilà, non, les moyens financiers, je vais vous dire, si ça jouait peut-être un peu dans le calcul de la SNCF, mais il y avait quand même pas mal d'ateliers avec du personnel compétent qui travaillait là, donc ils avaient tout sous la main pour faire ça dans les meilleures conditions. Et les locomotives à vapeur, elles ont duré jusqu'en quelle époque? Alors les locomotives à vapeur, la dernière 141 R à vapeur qui a circulé, ça s'est passé en 1978. La dernière, elle a traîné un train de marchandises de Reding à Sarreguemines. Voilà, 1978, c'était la dernière fois. En France? En France. Il y a d'autres voies ferrées dans le monde, et des locomotives à vapeur ont-elles perduré peut-être aussi dans le monde, peut-être? Oui, beaucoup, beaucoup.
Si en France, dans les années 50, monsieur André Chapelon, qui était ingénieur, avait créé une nouvelle locomotive à vapeur, bien entendu plus sophistiquée que celle-là, mais qui a été construite à un exemplaire, mais le couperet de l'électrification était tombé. Et donc on a dit à M. Chapelon, ben, on regrette beaucoup, mais la locomotive est très belle et très magnifique, c'était la super, mais l'électrification était en marche. Alors pour ce qui concerne beaucoup de pays, notamment les pays de l'Est, ils ont beaucoup conservé leur locomotive à vapeur. Même jusque dans les années 70, 80 même, certains pays continuaient toujours à la vapeur. Bon. Le train mythique, l'Orient Express, il était comment? Alors l'Orient Express, c'était un train de luxe, de super luxe, quoi, où c'était uniquement des gens fortunés qui pouvaient le prendre. Bon, ce train qui partait de Paris pour aller à Istanbul traversait l'ensemble des pays du centre, de l'Europe centrale, et ils arrivaient à Istanbul. Voilà. Il était à vapeur, l'Orient Express? L'Orient Express, oui. Il était à vapeur. Charbon ou fioul? Non, charbon. Charbon, d'accord. Charbon. Voilà, c'était ma curiosité. Merci, Monsieur Chose, pour Marco, merci. Donc, ici, vous voyez la cabine. Alors, cette cabine de conduite, la surprise a été totale pour les mécaniciens français qui, pour la première fois, montaient dans une 141R. Parce qu'on avait l'habitude de travailler d'abord debout, sans siège. Le chauffeur, le mécanicien, c'est le patron. Le chauffeur, lui, c'était celui qui était chargé, avec la pelle, de prendre le charbon qui était dans le tender et de le basculer dans le foyer, hein, pour qu'il y ait toujours la pression. Parce que si la pression tombait, il est évident que l'exploitation du train n'était plus la même. Voilà. Donc ça a été la première chose qu'ils ont remarqué, c'est le fait qu'il y avait des sièges. On pouvait, tout en s'assoyant, à l'aide de la lucarne qui avait une à droite et une à gauche, pouvoir regarder bien devant et voir les signaux de loin. Déjà ça. Et l'hiver, on pouvait mettre, à l'aide de gonds qui sont ici, une petite porte ou un rideau qui, pour eux, était quand même essentiel et ne pas surtout pour le froid. Au XXe siècle, Monsieur Chose, les gares de campagne sont progressivement désertées, ces gares de campagne. Il y a un peu l'exode rural. Mais le trafic des marchandises, il se maintient. Et on le maintient grosso modo jusqu'à quand? Avec notamment ces bétaillères pour les brebis, notamment pour la pastoralité. On les a maintenus jusqu'à quand, entre autres? Alors, en ce qui concerne les transports des marchandises, il est évident que la concurrence après-guerre par le camion portait un préjudice au transport par train. Bon. Ensuite, en ce qui concerne ce que vous me parlez, la pastoralité, la transhumance, il y avait beaucoup, à l'époque, surtout dans les gares où il y avait, par exemple ici comme la Crau, de grandes plaines qui étaient favorables à l'élevage du mouton. Il y avait des gares pour lesquelles on faisait venir des tas de wagons et on chargeait tous ces wagons et l'ensemble de ces trains partaient sur les Alpes pour la transhumance. Alors cela a perduré jusque dans les années à peu près, je me souviens, moi la dernière transhumance à Salon, ça devait être 1966. Voilà. Ensuite après, c'est le camion qui a pris le relais. Et la Seconde Guerre mondiale, 1940-1945, il y a eu un rôle particulier des militaires et de l'économique pour le chemin de fer. Pouvez-vous nous en dire un peu de mots, Monsieur Chose, s'il vous plaît, à cette Seconde Guerre mondiale, 1940-1945? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, l'état-major français avait quand même créé un plan pour le transport des troupes,
sans trop savoir les lignes de front, les futures lignes de front qui y auraient. On a donné des particularités à certaines gares, notamment la construction de quais pour le chargement de véhicules de toutes sortes, d'ailleurs. L'ensemble de toutes les gares qui étaient notamment dans le nord de la France, dans l'Est, ont subi quelques petites transformations justement par l'autorité militaire. Oui, Monsieur Schuz, la Deuxième Guerre mondiale, 1940-1945, à peu près cette période, comment ça se passait un peu en France pour les voies ferrées et les trains en France? Voilà. Alors, en 1939, lorsqu'il y a eu la déclaration de guerre, l'ensemble des trains, qu'ils soient marchandises ou voyageurs, marchaient à peu près normalement. Il est bien évident que lors de l'armistice en juin 1940, on s'est trouvé avec une France coupée presque en deux, jusqu'à la frontière d'Espagne, là-bas, et cette fameuse ligne de démarcation a entraîné de fortes perturbations dans les convois. Alors, des perturbations, pourquoi? Parce que tout le nord de la France était sous la coupe de la WVD. La WVD, c'était le service des transports allemands militaires qui avait bien entendu priorité. Donc dans toute la zone occupée, ces trains militaires avaient la priorité, ce qui fait qu'il y a eu énormément de modifications dans le transport des voyageurs et des marchandises aussi, mais surtout des voyageurs. Voilà. Comment ça se passait un peu, grosso modo? Bien, dans les grandes gares, l'ensemble des cheminots continuaient leur service comme d'habitude. Dans les dépôts, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait certains cheminots qui démarraient déjà un mouvement de résistance assez camouflé. Donc ils étaient surveillés par les Allemands peut-être? Oui, parce que dans toutes les grandes gares, il y avait des cheminots allemands qu'on appelait couramment les Bahnhof, qui veut dire gare en allemand. Et donc ces gens-là connaissaient quand même le métier de cheminot. Et on ne pouvait pas trop s'amuser à aller saboter un signal sans que quelqu'un le voie et tout. Ce qui était plus favorable pour les cheminots résistants, c'était surtout les petites gares de campagne. On pouvait saboter une voie tranquillement, sans trop se faire revoir, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'était une époque qui était très difficile pour le réseau du Nord, pour l'ensemble des réseaux du Nord, un peu moins difficile jusqu'en novembre 1942 où la zone sud a été envahie. Et là, on s'est retrouvé dans les mêmes conditions que le réseau Nord avec des convois allemands et, voilà, qui avaient priorité et tout.